Bonjour à tous, les arts, les spectacles, le lifestyle, bref, la culture dans son ensemble. Bienvenue dans le Culture Mag. Au sommaire aujourd'hui, le photographe Lucien Clerc nous a quittés samedi à l'âge de 80 ans. Nous discuterons avec la dernière personne à avoir collaboré avec ce grand de la photo et proche de Picasso. Puis nous reviendrons sur la vie de Pablo Escobar, patron du mal pour certains, véritable Robin des Bois pour d'autres. Un personnage incontestablement fascinant, toujours d'actualité plus de 20 ans après sa mort. Enfin, nous recevrons Gordon Guenassia qui nous parlera de son initiative qui réunit des danseurs de ballet d'opéra de Paris sur une scène de Tel Aviv. Qui n'a jamais entendu parler de Pablo Escobar, le plus mythique des barons de la drogue? Près de 21 ans après sa mort, la légende noire n'a jamais été aussi présente dans les médias, films, livres et séries. David Gombin a fait le tour des actus Escobar. On regarde. Je ne crois pas aux coïncidences. La balle a été tirée exactement au même endroit où mon père m'avait dit qu'il avait fixé la date où il serait attrapé. Il a toujours dit que des 15 balles de son pistolet, 14 seraient pour ses ennemis et la dernière pour lui. Même 21 ans après sa mort, Pablo Escobar n'a pas fini de faire parler de lui. Aujourd'hui, c'est son fils, Juan Pablo Escobar, qui publie un livre dédié à la vie de son père. Pas d'énormes révélations, mais plutôt un portrait souvent tendre d'un père aimant. J'ai eu le rare privilège d'être le fils de Pablo Escobar. Pour moi, ce fut un père exceptionnel. Il a été un bon père avec moi et non un père qui m'a mal conseillé. J'en ai la preuve, je dois avoir des milliers de lettres qu'il m'a écrites m'encourageant à étudier, à être quelqu'un de bien et à rester loin des drogues. Un lancement de livre en forme de coup marketing. Ce n'est pas une première pour celui qui en 2009 avait largement participé à un documentaire sur la vie de son père. 2 décembre 1993, au terme d'une incroyable chasse à l'homme qui a passionné les médias, le plus grand baron de la drogue de tous les temps est abattu sur un toit de Bogota par les forces du commandant Martinez. Suicide ou exécution, une traque longue de plus de 3 ans qui se termine en apothéose digne des plus grands films hollywoodiens. Ce qui d'ailleurs n'a pas cessé d'inspirer Hollywood. Déjà en 2001, dans Blow, Johnny Depp rencontre en Colombie Pablo Escobar et devient l'importateur numéro 1 de celui-ci aux États-Unis. Le mois dernier, c'est un autre blockbuster qui a débarqué dans les salles obscures. Paradise Lost, un thriller franco-belgo-espagnol, met en scène Pablo Escobar, incarné par Benicio del Toro. Un Pablo intime, chaleureux et prévenant. Si la fin 2014 est très escobarienne, 2015 le sera tout autant. Le géant du VOD en ligne Netflix a d'ores et déjà annoncé qu'elle tournait sa nouvelle série en Colombie. Narcos, une mini-série de 10 épisodes directement inspirée de la vie d'Escobar. Une série réalisée par l'un des réalisateurs les plus en vue du moment, le Brésilien José Padilla, responsable du récent remake de Robocop. La production aurait même consulté le président colombien Dos Santos, cinéphile accompli. Si Pablo Escobar ne cesse d'inspirer les scénaristes hollywoodiens, n'oublions pas la face sombre du personnage. Au sommet de sa gloire, en 1992, on dénombre dans son bastion Medellín 27 000 morts violentes par an, ce qui faisait d'elle la capitale du meurtre mondial. Pas si héroïque que cela. Le quartet Mohamed Ahadaf, c'est un collectif musical sans frontières où l'Orient rencontre l'Occident. La semaine dernière, ils se sont produits à Jérusalem et le Culture Mag a pu les rencontrer. Un sujet de Daniel Campos avec David Gombin. Qu'est-ce que le Maroc, l'Italie, l'Allemagne et Israël ont en commun? La réponse, le quartet Ahadaf, un collectif formé par des musiciens venus d'horizons bien différents. On y retrouve le virtuose marocain du oud Mohamed Ahadaf, le percussionniste italien Francesco Bongiorno, venu de Sicile, le bassiste allemand Stephen Raedel, venu de Fribourg, ainsi que l'israélien Avishai Darash. Un groupe qui s'est formé à Amsterdam, une ville aux multiples influences à l'image du quartet. Ils parviennent à mélanger musique arabo-andalouse avec des influences de jazz, de la musique latine, mais aussi de la musique classique contemporaine. Cette année, le groupe est de passage en Israël à l'occasion du 15e Festival international du oud de Jérusalem. Ils ont présenté leur dernier album, Spoken Soul, devant un public conquis. L'un des plus beaux moments de la soirée, les moments d'alchimie musicale entre Avishai et Mohamed. J'ai grandi avec ce style de musique. Mon père vient d'Irak et ma mère de Tunisie. Ils ont émigré en Israël au début des années 50. Ce genre de musique me rappelle la maison.
Une alchimie entre luth et contrebasse, agrémentée de percussions et de piano. Voilà la marque de fabrique de ce quatuor unique. Avishai et moi avons eu une relation très forte dès le début. Au Maghreb, nous avons toujours accepté les Juifs. Les gens peuvent penser que parce qu'il y a du oud, c'est juste de la musique du monde. Mais nous allons au-delà de ça. Nous improvisons. Nous apportons des influences jazz, des sonorités méditerranéennes. Mais nous conservons aussi ce concept fort. Un concert qui se termine en apothéose. L'esprit du quartet est bien passé. Restez avec nous dans un instant, nous parlerons de danse avec Gordon Guénassia et d'une production très intéressante qui réunit des danseurs de ballet de l'Opéra de Paris sur les planches de Tel Aviv. C'est tout de suite après les highlights qui vous emmènent à Bilbao aujourd'hui. « 20 ans de collaboration entre la Fondation Salomon Guggenheim et le musée éponyme de Bilbao, ça se fête. Pour l'occasion, le magnifique bâtiment créé par Frank Wright accueille sur 3 étages parmi les plus beaux chefs-d'œuvre de l'art abstrait. En 1930, Guggenheim visite l'atelier de Kandinsky en Allemagne. C'est la révélation. Sa collection, jusque-là faite de pièces classiques, deviendra consacrée aux contemporains. Chagall, Modigliani ou encore Warhol et Ai Weiwei. Avec une scénographie chronologique, c'est un magistral cours d'histoire de l'art qui se déroule sous vos yeux. Un grand de la photographie nous a quittés, Lucien Clergue. Il avait 80 ans, il aurait été un vrai pionnier, premier photographe à être élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2006. Il aura aussi été le premier Français à exposer au MoMA de New York. Ami de Picasso pendant 30 ans, de Roland Barthes qui lui préfacera sa thèse, ou encore du grand guitariste Manitas de Plata qui s'est éteint 10 jours avant lui. Tous deux partageaient la même passion pour leur région, le sud de la France. Nous avons en ligne Pascale Picard. Pascale, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du musée Réatu d'Arles, musée où vous consacrez 2 expositions à Lucien Clergue. La première, les Clergue d'Arles, rétrospective de son œuvre, et de Clergue à Picasso, exposant les œuvres de Picasso provenant de la collection personnelle de Lucien Clergue. Vous avez été la dernière personne à avoir collaboré avec lui pour la préparation de cette exposition. Ça a dû être une excellente expérience que de travailler avec une telle légende, non ? Évidemment, on a passé une année de complicité extraordinaire avec Lucien, mon équipe et moi, puisqu'il a ses ateliers qui sont tout près du musée. Donc évidemment, on allait des réserves à l'atelier sans cesse. On s'est vu beaucoup et c'est dans un climat de totale confiance et de grande générosité et d'intelligence qu'on a travaillé. Donc évidemment, c'était des moments extrêmement forts et émouvants puisque ça sentait décliner depuis déjà quelques temps et que il a tenu pour être là, être présent et célébrer son 80e anniversaire et ses 60 ans de photographie. Mais justement, ces 60 ans de photographie, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots à nos téléspectateurs quelle a été la contribution de Lucien Clergue à la photographie française ? Elle est extrêmement importante et le musée Réatu a été le théâtre de son engagement fort durant 60 ans au service de la photographie, puisque c'est ici qu'est né le premier département d'art photographique dans un musée des Beaux-Arts en France. Et c'était à l'issue de sa première exposition en 1961 au MoMA à New York, où il découvre qu'aux États-Unis, il y a des photographies dans les musées. Pascale Picard, je suis désolée de vous couper. Je rappelle donc que vous êtes directrice du musée Réatu d'Arles, où vous pouvez admirer les œuvres de Lucien Clergue jusqu'au 4 janvier. Pascale, merci. De rien, je vous en prie. Allez, on va parler de danse maintenant avec vous, Gordon Guénassia. Bonjour. Vous avez produit une initiative très intéressante appelée The Glance Project. C'est 3 danseurs de ballet de l'Opéra de Paris qui ont choisi Tel Aviv comme scène. Il y a une vidéo de leur performance qui est sortie ces jours-ci sur les réseaux sociaux. On va regarder tout de suite un extrait.
c'est très très joli. Merci d'être avec nous, Gordon. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce projet est né? Alors en fait, ce projet est né de manière assez spontanée. Ça s'est passé cet été. La situation était un peu tendue en Israël, comme vous pouvez vous en souvenir. Et des amis danseurs de l'Opéra de Paris avaient prévu un voyage et ont décidé de venir ici. Et face à la situation où plusieurs représentations et plusieurs spectacles ont été annulés, on a décidé de mettre en place un projet pour exprimer un message d'optimisme et de soutien à l'art dans cette période un peu difficile. Alors, comme vous me l'expliquiez tout à l'heure, ça a été une coïncidence en fait que ces 3 danseurs du ballet de l'Opéra de Paris se sont retrouvés à Tel Aviv à ce moment-là. Oui, clairement. Alors, donc, comme vous le disiez, en pleine opération bordure protectrice, comment s'est déroulé le tournage de cette vidéo? Alors à vrai dire, ça s'est très bien déroulé le tournage. On a mis en forme nos idées assez rapidement en collaboration avec plusieurs personnes. Et on a débuté le tournage assez tôt le matin, vers 6h, pour éviter des fortes chaleurs. Et éviter comme vous avez fait avec les alertes? Et les alertes, on est arrivé à les éviter plutôt... on est arrivé à les éviter assez simplement. Il n'y a pas eu d'alerte pendant le tournage. Et on a essayé d'utiliser l'ensemble de l'espace. Et après, lorsque les riverains ont commencé à arriver, ils ont plutôt bien réagi lorsqu'ils nous ont vus, lorsqu'ils ont vu les danseurs sur la place. Et ils ont commencé à prendre des photos, à nous poser des questions. Et le tournage s'est très bien passé. Et alors, quel message ces jeunes essaient de faire passer? Alors à vrai dire, le message principal, c'est en fait l'optimisme et l'espoir. C'était dans une période un peu difficile où donc la culture s'est un peu arrêtée, les représentations s'arrêtaient. On a essayé en fait d'exprimer de manière innovante comment continuer à avoir de l'optimisme et à soutenir l'art dans cette période difficile. Tel Aviv, c'est une ville qui est absolument très en vogue en fait dans le monde de la chorégraphie. On a le centre Suzanne Dalal qui est pas loin d'ici et qui a fêté déjà ses 25 ans. Est-ce que vous pensez que Tel Aviv peut devenir la capitale de la danse? Alors je pense qu'avec effectivement le centre Suzanne Dalal, Tel Aviv a de nombreux atouts pour devenir connu internationalement et diffuser la danse et la chorégraphie au niveau régional. Mais c'est vrai que Tel Aviv a de nombreux atouts dans de nombreux domaines. C'est une ville jeune et multiculturelle. Et je pense que c'est vrai que grâce au centre Suzanne Dalal, la diffusion de la danse au niveau international peut se faire d'une manière assez intéressante. Et vous avez déjà des idées d'autres projets après celui-ci? Pas forcément avec la danse? Alors Jonathan Amick, la personne qui a produit la musique, est en train actuellement de produire un autre son pour pouvoir essayer de mettre en place un autre projet avec plus de danseurs de l'Opéra de Paris certainement et si possible avec d'artistes potentiellement d'autres compagnies. Alors donc je rappelle le projet, ça s'appelle The Glance Project, donc 3 danseurs de ballet de l'Opéra de Paris qui se mettent à danser dans les rues de Tel Aviv. C'est magnifique, cette vidéo est donc, on peut la regarder sur internet, comme vous le disiez, sur Facebook et sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Et on l'apprenait il y a quelques semaines, Stromae se retrouve sur la bande originale du film Hunger Games Mockingjay Part 1. Bien, le morceau est ultra rythmé et disponible en ligne avec la base musicale du titre de l'artiste Merci et la voix de la chanteuse Lorde. On écoute. Bon retour sur la planète Terre. Try to break our spirit, so it shouldn't be surprising that we're here with no fear and gear for uprising. Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats. Arrows pierce like lightning, choppers sound like thunderclap. Ooh, never will you stand, we gon' lay you down. Debonair and dapper kids coming in to take the town. Try to restrain us, even though you trained us. We're better than you are, now we're gonna make you famous.